Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Science à l'antenne de l'association Les Dealers de Science qui a lieu un mercredi sur deux sur Radio Campus Bordeaux 88.1. Je suis Ethel, accompagnée de mon amie chercheuse Léonie et aujourd'hui... Ethel, j'ai enfin terminé ma dernière invention. Minute, tu parles à qui là? Eh bien, à nos auditeurs évidemment. Quoi? Quels auditeurs? Je sais plus trop, je sais qu'on nous écoute. Et c'est moi qu'on traite de folle. C'est moi ou ta tête semble anormalement grosse? Oui, je devais t'en parler. Enfin, il me semble. Il m'est arrivé quelque chose ce matin. J'ai eu un accident de trottinette ou c'était peut-être de bus. J'arrive pas trop à me souvenir. Un problème de mémoire. Et te rappelles-tu ce que tu as vu hier dans mon congélateur? Dans ton quoi? Non, rien. Il semblerait que tu aies pris un choc à la tête et que cela ait produit une altération de ta mémoire. C'est absolument fascinant. Fascinant? Léonie, je me souvenais même plus de comment faire mes lacets en arrivant ici. Oh mais attends, c'est idéal? Oui, tu as beaucoup de chance car tu es tombée sur la bonne personne, c'est-à-dire moi. Parce que je viens justement de finaliser les paramètres de ma dernière invention. J'aime de moins en moins la tournure de cette conversation. Je me souviens de pas grand-chose, mais mon instinct me dit que ça pue ton histoire. Mais non, c'est ton bleu qui te fait dire n'importe quoi. J'ai inventé une machine révolutionnaire. Une machine qui permet de voyager à l'intérieur du cerveau humain. Et ça tombe bien, on en a un tout frais sous la main. Attends, mon cerveau? Oui, ton cerveau. Mais mon cerveau? Oui, ton cerveau, ta cervelle, ton encéphale. On va se répéter longtemps comme ça? Tu veux dire entrer dans ma mémoire comme dans un musée et l'explorer? Oh, bien mieux qu'un musée, ma chère. Imagine des couloirs remplis de souvenirs, des zones qui stockent des connaissances, d'autres qui trient, qui effacent, qui transforment. Waouh, c'est vrai que ça peut être fascinant. Mais question importante, est-ce que c'est dangereux? Disons que il n'a pas encore été testé, et statistiquement... bon, mets ce casque et tais-toi. Si je me réveille pas, dis à tout le monde que je suis morte pour la science. Oui, c'est noté. Accroche-toi, Ethel. Destination, ton cerveau. Objectif, retrouver ta mémoire. Waouh, c'est donc ça à l'intérieur de ma tête? Pas de quoi se vanter. Bref, pour comprendre ce qui t'arrive, on va commencer par visiter une première zone essentielle, celle qui permet de stocker, organiser et parfois perdre nos souvenirs. Parfait. Chers auditeurs, attachez vos ceintures neuronales, notre exploration commence dès maintenant. Mais à qui elle parle encore? Ah, vous m'avez fait peur! Qu'est-ce que vous faites là? C'est privé? C'est culotté, c'est plutôt vous qui êtes chez moi, à ce que je sache. C'est moi, la petite hymen, qui vous gérez toute la journée. C'est à vous que j'essaie d'envoyer des messages depuis ce matin et qui ne répond pas? Oui, la connexion est compliquée aujourd'hui. Mais maintenant que nous sommes là, j'imagine que l'on peut s'asseoir 2 minutes pour vous écouter. Je voulais simplement faire un petit point d'actualité de la semaine avec vous. Vu que tout a l'air un peu... vous avez l'air un peu dans la lune aujourd'hui, je me suis dit que ça serait sympa de te parler d'espace. En fait, cette semaine, une équipe internationale de scientifiques, à partir de données du télescope spatial Kepler, a découvert une planète potentiellement habitable située à 146 années-lumière. Elle est légèrement plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'elle pourrait théoriquement avoir des conditions favorables à l'eau liquide, ce qui est un critère clé pour la vie comme nous la connaissons. Ah mais c'est super ça! Ouais, intéressant. Mais Ethel, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons y aller. Mais justement, avant que vous partiez, j'ai justement quelque chose qui concerne la mémoire. Fin janvier 2026, une équipe de chercheurs américains a découvert que le cerveau utilise parfois des protéines appelées amyloïdes pour fabriquer des souvenirs durables. Jusqu'ici, on les associait surtout à la maladie d'Alzheimer, mais les scientifiques ont montré, chez la souris, qu'elles peuvent aussi jouer un rôle normal et utile. Ces protéines s'assemblent brièvement au niveau des connexions entre neurones et agissent comme de petits verrous moléculaires, aidant le cerveau à retenir ce qui est important. Je vais voir si on en a en stock, ça pourrait peut-être vous aider pour votre mémoire. Très intéressant. C'est vrai que j'en aurais besoin de vos trucs en ce moment. Revenez boire le café tout à l'heure, j'ai encore plein de choses à vous raconter. On va où maintenant? Laisse-moi réfléchir. Il y a quoi par là? Oh, nom de Zeus! Viens écouter ça! Oh, de quoi il parle, eux? Bonjour Aline Desmet, donc vous êtes professeur des universités et chef d'équipe physiopathologie de la mémoire déclarative au neurocentre Magendie, donc qui est
un campus de neurosciences à Bordeaux, et vous êtes spécialiste du trouble de stress post-traumatique. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et puis ainsi que présenter votre parcours également? Très bien, oui. Alors, je suis effectivement responsable d'une équipe dont les travaux sont dédiés aux bases cérébrales de la mémoire, mémoire déclarative en particulier, et qui est une atteinte, en fait, qu'on retrouve dans le trouble de stress post-traumatique. Alors, moi, j'ai commencé par des études, j'ai fait un master, enfin un DEA à l'époque de neurosciences. Neurosciences cognitives, et puis je me suis tout de suite intéressée à la mémoire, donc j'ai ensuite fait une thèse de neurosciences dédiée à la mémoire de peur, d'ailleurs, mémoire aversive, et puis ensuite un post-doctorat de 3 ans à l'Institut Weizmann des sciences en Israël. Et puis ensuite je suis revenue à Bordeaux et depuis quelques années je suis responsable d'une équipe donc, qui travaille sur les bases systémiques, cellulaires, structurales de la mémoire liée au stress. Voilà. Et je donne par ailleurs des cours à l'université dédiés au stress, à la mémoire traumatique, à la méthodologie de la recherche. Voilà, l'objectif étant que ce soit dans mes cours ou dans mes conférences ou dans mon travail, de faire progresser les connaissances concernant les altérations cérébrales qui sont à la base de cette mémoire associée au trouble de stress post-traumatique. D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez donc, nous expliquer dans un premier temps qu'est-ce que c'est que la mémoire traumatique et comment est-ce qu'elle diffère de ce qu'on pourrait appeler la mémoire normale ou la mémoire classique? Et pourquoi d'ailleurs est-ce que vous êtes intéressé spécifiquement à ce type de mémoire-là plutôt qu'à un autre? Alors, la mémoire traumatique, en fait, c'est une altération paradoxale de la mémoire qui est spécifique du trouble de stress post-traumatique. Alors, il faut déjà savoir que le trouble de stress post-traumatique, c'est une atteinte qui peut toucher 7 à 8% des individus sur la durée d'une vie, hein, en particulier aux États-Unis. Plus particulièrement, on dit qu'en général, ça touche entre 15 et 30% des victimes d'un stress traumatique. Alors, qu'est-ce qu'un stress traumatique? C'est un stress au cours duquel la vie du sujet a pu se trouver en danger, c'est-à-dire dans lequel le sujet se trouve lui-même en danger de mort. Et même s'il n'y a aucune atteinte physique, le sujet, 30% des sujets en moyenne, enfin entre 15 et 30%, peuvent développer ce trouble de stress post-traumatique, qui est un trouble qui peut durer toute une vie et qui se caractérise par 3 grands groupes de symptômes, donc des symptômes d'intrusion, de reviviscence très régulière, parfois plusieurs fois par jour, du trauma lui-même, que ce soit sous forme de cauchemar ou de flashback, des symptômes qui correspondent plus à de l'évitement de tout ce qui pourrait rappeler de près ou de loin le trauma, et ça inclut aussi une amnésie pour certains aspects du trauma, et puis une activité des activités de sursaut, en fait, d'hyper-éveil, voilà, de mise en garde, d'état d'alerte, en fait, permanent. Alors, le trouble amnésique associé à ce stress post-traumatique, c'est vraiment un trouble, on l'appelle une altération paradoxale de la mémoire. On ne trouve quasiment que dans cette pathologie psychiatrique-là. Puisqu'il inclut simultanément une hypermnésie, c'est-à-dire une hypermémoire pour certains éléments clés du trauma, et en particulier le cœur du trauma ou certains éléments très saillants du trauma. Donc ça peut être effectivement ce qui est à la cause du trauma, le couteau qui a servi à vous agresser ou voilà le sac qui pouvait contenir une bombe, mais ça peut être aussi des éléments qui étaient simplement très simples et très saillants sur lesquels se sont concentrés l'attention du sujet, comme par exemple l'odeur d'un prédateur, une sirène que l'on entend au moment de l'attaque, voilà. Donc ça c'est une hyper-mémoire qui est essentiellement automatique, récurrente, intrusive, incontrôlable, et donc qui revient sous forme de flashback de manière totalement incontrôlable et qui vient
bien sûr, qui constitue l'un des symptômes pathologiques les plus graves. Et en parallèle, voilà pourquoi le côté paradoxal de la mémoire, en parallèle, on observe une amnésie pour d'autres éléments du trauma. Alors une amnésie, ça peut être un déficit mnésique, mais ça peut aller jusqu'à l'amnésie dans les cas les plus graves. Et cette amnésie ou ce déficit de mémoire, alors là c'est un déficit de mémoire déclarative, c'est-à-dire que le sujet a du mal à se souvenir de certains détails, en particulier de certains détails contextuels, mais c'est un déficit de mémoire consciente, vous voyez, c'est-à-dire que si on résume la situation, le sujet atteint de stress post-traumatique va revivre de manière incontrôlable, émotionnelle, le trauma, dans toutes ses composantes physiologiques et émotionnelles, alors même qu'il va avoir du mal à déclarer verbalement, consciemment, certains détails de ce trauma. Donc c'est un déficit de mémoire représentative, on dit de mémoire épisodique, associé à cette hypermnésie qui, elle, est plutôt émotionnelle et implicite. D'accord. Et donc pourquoi est-ce que vous êtes intéressé donc spécifiquement à ce type-là de mémoire? Alors ce qui est intéressant, c'est que l'on avait pendant très longtemps, moi je me suis intéressée à la mémoire aversive. J'ai donc fait ma thèse sur les bases cérébrales des conditionnements classiques aversifs qu'on peut réaliser, ça peut être réalisé chez l'homme ou chez la souris. Et il se trouve qu'en faisant certaines manipulations neurobiologiques, eh bien on s'est rendu compte que dans ces situations, les animaux se focalisaient sur un élément simple de l'expérience, donc un son en l'occurrence, mais ça pouvait être une lumière, voilà, quelque chose, un élément sensoriel relativement simple et très saillant, au détriment du contexte. C'est-à-dire que lorsqu'ils vivaient une expérience un peu stressante, et bien le lendemain, lorsqu'on les interrogeait dans cet environnement, dans différents tests mnésiques, on se rendait compte qu'ils se focalisaient, ils se mettaient à avoir très peur d'un élément simple qui pourtant, au cours de l'expérience de stress, était plutôt secondaire. Mais voilà, il se focalisait sur cet élément et semblait ne pas bien se souvenir du contexte, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel avait eu lieu l'épisode de stress. Et ça, c'était tout à fait par hasard. Et il se trouve que ce sont les caractéristiques qualitatives, en particulier de la mémoire traumatique. Donc ça nous a conduit à nous interroger plus précisément sur le trouble de stress post-traumatique. Voilà, on s'est demandé si on pouvait, en creusant cette question, eh bien, identifier dans le cerveau des altérations cérébrales qui pourraient expliquer cette altération mnésique paradoxale. Effectivement, c'est intéressant. Donc, vous avez utilisé là, plusieurs termes dont on entend souvent parler d'ailleurs quand on parle donc de mémoire traumatique. C'est amnésie contextuelle ainsi que hypermnésie traumatique. Et est-ce que vous pourriez donc expliquer peut-être un petit peu plus en détail ces deux termes et comment est-ce que ça se manifeste? Alors, non seulement effectivement ils sont très souvent observés, mais en plus les cliniciens ont pendant longtemps suggéré un lien entre les deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'un stress traumatique, le sujet peut développer un trouble de stress post-traumatique en raison de deux facteurs. D'une part, il faut que le stress soit évidemment suffisamment puissant, intense. Une petite chute à bicyclette n'induira pas de stress post-traumatique, mais un accident de voiture peut en induire un, mais pas systématiquement. Ça va dépendre du niveau de résilience du sujet. Donc en fait, dans la combinaison, il faut effectivement que le niveau de stress objectivement soit suffisamment important, donc il met en théorie objectivement la vie du sujet en danger. Mais en même temps, il faut que le sujet présente une certaine vulnérabilité individuelle par rapport au stress. C'est-à-dire que, effectivement, il ne puisse pas faire face ou intégrer la situation. Et voilà. Et donc, dans ce cas-là, la combinaison de ces deux facteurs peut favoriser la survenue d'un stress post-traumatique. Et donc, ça se traduit par cette récurrence de souvenirs totalement incontrôlables, que ce soit sous forme de flashback dans la journée ou de cauchemar la nuit, au cours duquel le sujet revit de manière très rigide et dans toutes ses composantes physiologiques et émotionnelles l'événement traumatique comme s'il se produisait dans le présent.
alors même que l'épisode peut être très ancien, voire daté de plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment une mémoire qui relève, on en parlera peut-être ensuite un petit peu plus, surtout d'une structure qu'on appelle l'amygdale cérébrale, au niveau du lobe temporal médian, voilà, et donc qui correspond à une consolidation de l'événement traumatique, mais une consolidation incontrôlable, implicite, qui impose en fait le fait que le sujet revive littéralement dans le présent l'épisode passé. Et puis, simultanément, en parallèle, on se rend compte que si on interroge le sujet, tout à fait consciemment, eh bien, il présente là des difficultés à se représenter, à parler, à se représenter consciemment de tous les détails du trauma, et en particulier de ces détails contextuels. Donc peut-être pour bien le comprendre, il faut imaginer, même s'il ne s'agit pas forcément d'un stress post-traumatique, de la situation suivante, ce que je dis souvent aux étudiants. Imaginez-vous, vous vous promenez dans un musée. Donc là, votre cortex frontal est bien ouvert sur les œuvres d'art. Vous essayez d'observer, d'analyser, de mémoriser. Et puis soudainement, vous vous faites attaquer au couteau au milieu du musée. Qu'est-ce qui se passe? En fait, votre organisme va se resserrer sur la source du danger. Votre système cognitif va se mettre à traiter le danger, en particulier la source du danger, essentiellement le couteau d'ailleurs, peut-être l'odeur de la personne qui vous agresse, ou peut-être une sirène que vous entendez à ce moment-là, mais certainement plus les détails contextuels environnants. Si bien que la résultante, et en particulier si le sujet développe un stress post-traumatique, c'est que le sujet va très bien se souvenir de certains détails, va pouvoir revivre de manière automatique, incontrôlable et inconsciente l'expérience traumatique, alors même que simultanément, il peut ne pas se souvenir consciemment des détails de l'environnement, du contexte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été mémorisés, ils ont été mémorisés puisqu'ils sont revécus sous forme de flashback, mais ils n'ont pas forcément été mémorisés consciemment. Donc il y a là, voilà, simultanément cette hyper-mémoire traumatique et ce déficit, cette amnésie déclarative, contextuelle. On parle aussi de déficit de mémoire épisodique. Voilà, alors je pense qu'on parlera peut-être ensuite du lien potentiel entre les deux, mais effectivement, certains cliniciens ont suggéré que l'un pouvait être l'une des causes de la survenue de l'autre. D'accord. Donc, effectivement, c'est assez surprenant comme ça, mais Oui. donc, peut-être pour aller plus donc sur vos travaux à vous, vous avez contribué en 2012 à une étude qui a été d'ailleurs publiée dans Science, et donc qui est une grande revue scientifique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et d'ailleurs, cette étude a aussi été récompensée, je crois, à l'échelle française et même européenne. Et donc dans cette étude, vous avez mis au point un des premiers modèles animaux qui récapitulerait donc ces deux composantes, donc amnésie contextuelle et hypermnésie traumatique. Comment est-ce que ce modèle il a fait avancer la recherche dans tout ce domaine d'études? Alors effectivement, ça c'est un modèle mon équipe et moi avons développé il y a quelques années. Et c'est le premier modèle en fait chez l'animal, le premier modèle de mémoire traumatique. Et son originalité, alors il existe plusieurs modèles de stress post-traumatique bien sûr, mais ce modèle, sa particularité, c'est qu'il reproduit, il mime chez l'animal justement cette altération paradoxale de la mémoire. Donc c'est un modèle, c'est le seul d'ailleurs qui reproduit l'altération qualitative de la mémoire. Parce que de nombreux modèles, actuellement, jusqu'à présent, se focalisaient sur l'hypermnésie. Donc il suffisait d'induire une forte mémoire de peur qui dure, voilà, et ça pouvait correspondre à un modèle de mémoire traumatique, si ce n'est que lorsque vous exprimez une forte mémoire de peur qui dure, on ne sait pas si c'est pathologique ou pas, ça peut aussi être très adapté. Là, ce modèle est le premier à représenter, à mimer, chez la souris en l'occurrence, chez le rongeur en général, mais chez la souris en l'occurrence, cette altération amnésique paradoxale. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris et comment ça a pu faire avancer la science? Eh bien, alors, le modèle en soi consiste en un conditionnement classique aversif, c'est-à-dire qu'on soumet nos souris à une procédure de conditionnement, à une situation de stress qui est classiquement utilisée pour étudier la mémoire.
Donc la souris est dans un environnement, ça dure 3 minutes, c'est assez rapide et est soumis à une menace moyenne, je dirais d'intensité moyenne dans un certain environnement, et puis entend un son mais qui est déconnecté de la menace. Voilà, le son n'est pas prédictif. Donc une souris, j'allais dire entre guillemets normale dans cette situation, elle apprend plutôt que c'est l'environnement dans lequel elle se trouve, donc le contexte qui prédit la fameuse menace. Et le lendemain, si je la réexpose au contexte, elle exprimera une peur, c'est-à-dire une immobilité totale pendant quelques minutes. En revanche, dans son environnement familier, si je la réexpose au son, elle n'en aura absolument pas peur. Donc ça, voilà le profil d'une souris qui développe une mémoire tout à fait normale et adaptative. C'est-à-dire, pour le dire plus simplement, le lendemain, elle se met à avoir peur de ce qui prédit la menace, le contexte en toute logique, et c'est tout à fait adapté et adaptatif, et elle n'a pas peur de l'élément qui ne prédit en rien la menace. Eh bien, comparé à cette souris-là, si je fais exactement la même chose chez une autre souris, mais qu'immédiatement après le conditionnement, après l'apprentissage, je réalise une injection d'une hormone qu'on appelle la corticostérone, qui est l'équivalent du cortisol chez l'homme, qui est la principale hormone de stress en fait chez l'animal. Eh bien, l'idée l'idée que l'on avait, c'est qu'on devait mimer l'activation de l'axe corticotrope, qui est l'axe du stress, et l'idée c'était de mimer un stress traumatique. Donc pour résumer, la souris est soumise à un épisode de stress qui est relativement modéré, on va dire modéré à intense, mais cette injection supplémentaire était censée mimer un stress plus important, un stress traumatique. Et donc le lendemain, lorsqu'on teste sa mémoire, cette souris en fait, elle ne se comporte pas du tout comme la première, c'est-à-dire lorsque je la réexpose au son dans un environnement plutôt neutre, elle se met à avoir peur du son, ce qui est anormal, puisqu'elle se comporte comme si le son prédisait la menace. Et puis 2 heures plus tard, quand je la réexpose au contexte, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel elle a subi le stress la veille, elle semble ne plus s'en souvenir. Et elle n'en a quasiment plus peur. Donc en fait, on peut dire plus simplement que cette souris se trompe de prédicteur, si vous voulez. Voilà, donc elle a, et en même temps, ce modèle, donc l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il reproduit les 2 caractéristiques dont je parlais au début, à savoir une hypermnésie focalisée sur un élément simple, le son, et simultanément un déficit de rappel du contexte, donc une amnésie contextuelle. Donc nous retrouvons là les 2 composantes clés de l'altération mnésique paradoxale du TSPT. Et l'autre gros avantage de ce modèle, c'est qu'il nous permet de comparer, ce qui ne se faisait pas jusque-là, une mémoire donc pathologique, cette mémoire-là qui est inadaptée par rapport à l'apprentissage, à une mémoire qui, elle, est adaptative, c'est-à-dire la mémoire de stress, de peur, développée par la souris qui, elle, se comporte tout à fait normalement en ayant peur du contexte et non pas du son. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque je vais comparer mes 2 groupes d'animaux ou mes 2 souris, je vais pouvoir très spécifiquement au niveau cérébral, lors de nos investigations, on va pouvoir très spécifiquement identifier toutes les altérations cérébrales qui vont être spécifiques de la mémoire traumatique de type TSPT et qui donc seront différentes par définition des modifications qui seront associées à la mémoire adaptative. Voilà, et ça jusque-là, ça ne se faisait pas facilement, voire pas du tout. Pour continuer sur vos travaux et ce dont vous parliez tout à l'heure, donc l'amnésie contextuelle pourrait être la cause de l'hypermnésie traumatique. Et comment est-ce que ça fonctionnerait donc au niveau du cerveau, par exemple, au niveau cérébral? Alors effectivement, ça c'est une hypothèse qui avait été formulée il y a quelques années par des cliniciens, Brewin en particulier. C'est-à-dire que le raisonnement est le suivant. Lorsque un sujet ne peut pas contextualiser l'événement auquel il est confronté. Qu'est-ce que ça veut dire le contextualiser? C'est même plus large que ça, c'est-à-dire ne peut pas construire une représentation dite épisodique de l'événement. C'est-à-dire ce qui se passe chez un sujet dans une situation normale. Lorsque nous vivons une situation de stress modéré, en général, le lendemain, on peut en parler.
Hein, on peut faire appel, on peut faire référence à cet événement, et nous pouvons très bien dire ce qu'il en était, ce qui s'est passé, où ça s'est passé, comment ça s'est passé et quand ça s'est passé. Donc ce quoi, quand et où, ce sont les caractéristiques d'un événement et donc de la mémoire épisodique d'un événement. Et ça, c'est ce qui fait que nous sommes capables de nous représenter consciemment un événement et de le rapporter verbalement plus tard. Ça, c'est donc une mémoire tout à fait normale, déclarative. Bien, il se trouve que dans le stress post-traumatique, il semblerait que cette indexation contextuelle et épisodique, c'est-à-dire la capacité d'associer à un événement un lieu, une date et une séquence temporelle d'événements, soit déficitaire. Si bien que cette déconnexion, parce qu'il s'agirait de ça finalement, la déconnexion de l'événement traumatique de son environnement spécifique, alors environnement spatial et temporel, ferait que cet événement pourrait être rappelé de manière automatique et récurrente sans aucun contrôle. Vous voyez, le lien se ferait à ce niveau-là. En fait, on peut le dire un petit peu autrement, notre incapacité à nous représenter consciemment et de manière épisodique un événement ferait que nous n'aurions pas de contrôle sur cet événement. La mémoire épisodique, finalement, serait, pour les sujets résilients, pour les sujets qui ne développent pas de stress post-traumatique, effectivement, cette mémoire épisodique de l'événement, même s'il est traumatique, elle est à peu près normale, elle est relativement performante, et cette mémoire épisodique correspondrait finalement à un contrôle de l'événement. Vous savez, alors, on ne va pas forcément le dire aussi simplement, mais on est à la frontière là entre la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse. C'est-à-dire que à partir du moment, vous savez, vous êtes capable de vous représenter les choses, que ce soit par un dessin, que ce soit sous forme verbale, ça veut dire que vous êtes capable de mettre une distance entre vous-même et l'événement. Et à partir du moment où l'on est capable d'une telle médiation, eh bien, d'une certaine manière, ça veut dire qu'on contrôle l'événement que l'on représente. Si maintenant, on n'est plus capable, pour X raisons, de cette représentation épisodique de l'événement, eh bien, il n'y a plus de médiation possible. Et à ce moment-là, l'événement deviendrait incontrôlable, du fait de cette absence d'épisodication, on pourrait dire, même si le terme n'existe pas, c'est un néologisme. Et donc, si l'événement n'est plus contrôlable parce qu'il n'est pas représenté consciemment, ça veut donc dire qu'il peut ressurgir n'importe quand, n'importe où, de manière très intense, c'est-à-dire qu'il fera l'objet de cette fameuse hypermnésie traumatique. Donc, vous voyez, au final, le raisonnement est le suivant. Parce que je ne parviens pas à contextualiser, et à me représenter consciemment et de manière épisodique l'événement traumatique, alors ce dernier n'est pas contrôlable et donc ressurgit de manière récurrente et incontrôlable sous forme de flashback, potentiellement toute une vie. D'accord. C'était l'hypothèse. Hein, c'était l'hypothèse de Breuil. Exactement. Donc dans une de vos études, pour continuer encore sur vos travaux, donc, qui a été publiée d'ailleurs dans Nature Communications, vous évoquiez l'idée de traiter l'amnésie contextuelle pour normaliser la mémoire traumatique. Alors, en quoi ça consiste et quelle est l'idée centrale derrière, donc ce serait quoi l'idée centrale derrière cette approche? Alors justement, ça reprend, on est reparti de l'hypothèse de Breuil, donc le fameux lien entre amnésie contextuelle et hypermnésie traumatique. Et ça, c'était une hypothèse dont nous nous sommes dit, mais peut-être que nous, chez la souris, on va pouvoir la tester directement, parce que tant qu'on n'a pas testé une hypothèse, c'est très difficile on ne peut pas manipuler chez l'homme comme ça en tout cas de manière éthique, c'est pas possible, les processus psychologiques. En revanche, jusqu'à aujourd'hui, on peut encore manipuler certains processus chez la souris. Donc l'idée était, grâce à notre modèle, de reproduire, qui reproduisait les deux composantes mnésiques de la mémoire traumatique. Eh bien, on s'est dit, on va tester l'hypothèse. Comment? On va manipuler cette mémoire contextuelle,
cette amnésie contextuelle, et on va regarder les conséquences de cette manipulation sur la fameuse hypermnésie traumatique. Et donc, alors comment est-ce qu'on peut faire ça chez la souris? En fait, on peut manipuler l'amnésie contextuelle en manipulant une structure cérébrale qui précisément est une structure clé de la mémoire contextuelle et de la mémoire épisodique plus largement, à savoir l'hippocampe. L'hippocampe qui est une structure du lobe temporal médian, structure clé de la mémoire déclarative. Chez la souris, sans rentrer trop dans les détails, en utilisant une technique qu'on appelle l'optogénétique, on a pu en fait manipuler l'activité des neurones de cette structure hippocampique, en fait du C1 de l'hippocampe, et on a pu, alors soit c'est une technique qui permet soit dans certaines situations de stimuler ces neurones, soit au contraire de les inhiber. Et ce que l'on s'est dit, c'est que dans une situation, donc dans notre situation de conditionnement classique, conditionnement au contexte, conditionnement aversif, si effectivement la mémoire traumatique, l'hypermnésie traumatique vient d'un déficit d'encodage contextuel, alors on va induire ce déficit d'encodage contextuel en inhibant l'hippocampe. Enfin, en tout cas, cette petite région de l'hippocampe pendant le conditionnement. Si l'hypothèse est juste, ça veut dire que le lendemain, les animaux, sans injection cette fois de corticostérone, mais simplement avec cette manipulation au moment de l'apprentissage, du conditionnement, devraient présenter une mémoire traumatique, c'est-à-dire s'être focalisés sur le son et avoir oublié le contexte. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc nous avons inhibé certaines régions de l'hippocampe au moment du trauma, si vous voulez, enfin au moment de l'épisode de stress. Puis le lendemain, on a testé la mémoire des animaux. Et il s'est avéré qu'effectivement, ces animaux, comparés à des animaux dont on n'avait pas manipulé l'hippocampe, eh bien, se mettaient à avoir peur du son, donc de l'élément saillant, mais avaient oublié le contexte. Donc en fait, ils présentaient ce profil. Et puis pour conforter notre hypothèse, on a fait exactement l'inverse chez des animaux qui se trouvaient, eux, en situation de stress traumatique. C'est-à-dire qu'ils ont été soumis au même conditionnement, mais eux ont reçu l'injection de corticostérone. Donc dans cette situation, un animal, on l'a vu précédemment, présente ultérieurement une mémoire de stress post-traumatique. Nous, chez ces animaux-là, au lieu d'inhiber, au moment du conditionnement, nous avons stimulé l'hippocampe. C'est-à-dire, d'une certaine manière, stimuler la capacité de l'animal à contextualiser l'événement. Oui. Eh bien, ces animaux-là, malgré l'injection de corticostérone, le lendemain, présentaient une mémoire tout à fait normale. C'est-à-dire qu'ils se souvenaient du contexte et en avaient peur, mais en revanche, ne se focalisaient pas sur le son. Donc, cette première expérience, elle validait l'hypothèse formulée par les cliniciens, grâce au modèle finalement, et elle montrait qu'effectivement la mémoire contextuelle de l'événement prévient le développement de la mémoire traumatique, et inversement l'amnésie induite par notre inhibition de l'hippocampe, l'amnésie contextuelle, le déficit de contextualisation au moment du trauma, eh bien, favorise le développement d'une mémoire traumatique. Donc c'était la confirmation, si vous voulez, la première validation chez l'animal du lien causal entre déficit de mémoire contextuelle et hypermnésie traumatique. D'accord, bon, mais merci à vous et donc bon courage pour la suite de vos recherches. Eh bien, c'était intéressant. J'espère que je ne vais pas l'oublier, ça aussi. Si mes calculs sont bons, plus nous avancerons dans ton cerveau, plus ta mémoire aura de chances de revenir. Nous devons persister. C'est moi ou on entend une mélodie? Il semblerait que tu aies une musique en tête. Mais laquelle est-ce? Ah mais oui! Je crois que je me réveille avec le matin. C'est Memories de Maroon 5. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you.
but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back your. On se dirige où maintenant? Par là. Non, par ici. On se dirige normalement vers la partie du lobe frontal. Il s'occupe en partie de gérer la mémoire. Pourquoi j'ai soudain la sensation qu'il y a une atmosphère étrange? Une bourse de travail, des drapeaux noirs, des chats qui courbent le dos mais pas les chines. Attends, je crois que on a affaire à un lobe frontal syndiqué chez la CNTFTE. Oh mon Dieu! Mais c'est même pas le syndicat le plus représentatif du milieu enseignant! Et c'est le plus revendicatif. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire? La mémoire aujourd'hui, elle est venue vous parler de l'histoire de France. Mais avant, on va faire un rapide état de l'art. Quand vous pensez à l'histoire de France, qu'est-ce qui vous vient instinctivement en tête? Vercingétorix et Charlemagne. Jeanne d'Arc boutant les Anglais? Louis XIV et Versailles. Napoléon et le consulat? Bah parfait, j'ai même plus besoin d'intervenir. T'as vu, je t'avais dit que j'étais très Bien fort. sûr que non, ce récit n'est plus du tout à jour sur l'historiographie actuelle. L'historio quoi? L'historiographie, c'est l'étude de comment on écrit l'histoire. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une tumeur? Non, mais l'historien en moi se meurt. La description que vous avez faite de l'histoire de France coche toutes les cases du roman national. Est-ce grave, docteur lobe frontal CNTFTE? Rassurez-vous, en moins de 3 minutes, c'est réglé. En 1871, la France, comme à son habitude, sort défait de la guerre contre la Prusse. Une des conséquences de cette défaite est l'installation d'une commune à Paris, modèle de socialisme réel, une utopie communiste appliquée, qui demande une autre manière de vivre et de se faire gouverner, dans une troisième république naissante qui a alors tout le mal du monde à prendre racine, les partisans de la monarchie et de l'Empire ayant encore beaucoup d'influence. Comment faire? Comment inculquer l'amour de la République, prôner la paix civile et rétablir l'unité dans un pays meurtri par la répression et par la lourde défaite qu'elle vient de subir? C'est là qu'apparaît le roman national. Il fournit une origine et une identité commune aux Français. On cherche à les convaincre qu'ils constituaient déjà une nation voilà 2000 ans, quand ils étaient Gaulois. C'est un roman, il faut pour cela une belle histoire, avec de l'aventure, des héros et des drames. Pensez à peu près à n'importe quel événement qu'on vous a enseigné à l'école sur l'histoire de France, et vous retrouverez une de ces trois composantes. C'est une construction épique, héroïque, mythologique de l'histoire de France, dessinée au public populaire de l'école primaire naissante, et diffusée dans la France profonde par les hussards noirs de la République. Non, pas les CRS, je doute qu'ils sachent lire, mais bien les instituteurs. Toutefois, vers 1930, des historiens comme Lucien Febvre et Marc Bloch, fondateurs entre autres de l'école des Annales, remettent en cause cette histoire de France, qui ne serait qu'un récit historique linéaire, fait d'une succession d'événements et surtout centré sur les grands hommes. Ils inventent une nouvelle façon de faire de l'histoire, en se consacrant sur le temps long et en faisant de l'histoire sociale et économique, là où le roman national est une histoire principalement événementielle. Leurs successeurs traiteront de questions jusqu'à la laisser de côté, parce que peu glorieux pour l'histoire d'un grand pays comme le nôtre, la colonisation et l'esclavage, le régime de Vichy, et plus récemment, la guerre d'Algérie.
N'oublions pas que le roman national est encore aujourd'hui très puissant. Il est facile à raconter, demande peu d'efforts de compréhension et s'apprend non pas par cœur, mais par le cœur. Sa place dans la culture populaire est très importante. Le Puy du Fou en est un très bon exemple. Le roman national se vend bien. Les têtes de gondole à la Fnac et autres Amazon sont très souvent des titres vus et revus. On pense aux biographies de Louis XIV ou Napoléon. C'est sûr que c'est plus vendeur de regarder un secret d'histoire que de lire un bouquin sur la question de la fraude dans le Nord lyonnais de 1764 à 1832. C'est la bataille du capital économique, 500 000 ventes, contre celui du capital culturel symbolique. Passage chez France Culture. Finalement, le roman national est utile à des fins politiques réactionnaires. Il faut enseigner l'histoire comme il faut pour former de bons Français. Mal enseigner l'histoire contribuerait au déclin national. C'est du moins la thèse d'Éric Zemmour dans Le Suicide français, vendu à 500 000 exemplaires. Plus récemment, Laurent Wauquiez, pourtant reçu premier à l'agrégation d'histoire en 97, souhaite glorifier le roman national dans le but d'un spectacle itinérant que sa région finance. La question sous-jacente à tout cela est bien la question de l'identité nationale. Face à un multiculturalisme qui menacerait notre beau pays et nos ancêtres les Gaulois, il est aujourd'hui utile de penser à une autre histoire de France, dans la lignée des travaux de Laurence de Coq. Il ne suffit plus d'aligner des héros avec des dates et de les agencer dans un récit sans interruption ni accroc, au sein duquel la France se gorge de toutes les raisons d'être fière de son passé. L'historiographie a évolué, les défenseurs du roman national, eux, non. On ne peut plus laisser de côté les hommes et les femmes ordinaires, pourtant invisibilisés par ce roman écrasant, qui laisse penser que le moteur de l'histoire est aux mains de ceux qui ont le pouvoir, tandis que les autres doivent se contenter de subir parce qu'ils n'auraient aucun rôle dans le basculement de l'histoire. Cette vision du passé est une vision éminemment politique, une histoire par le haut du monde social, confisquée par les puissants. On ne forme pas la liberté en transmettant des certitudes, mais en apprenant à interroger de manière critique ce qu'on lit et ce qu'on voit. Si vous voulez une vraie certitude sur la trame de l'histoire, pensez à ce matérialiste allemand barbu. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Si ma mémoire était déjà endommagée, là, elle est carrément foutue. Ton lobe frontal est très engagé. J'ai du mal à croire qu'on soit dans ton cerveau. Hé Oh là là, j'aime pas ça. C'était quoi, ça? Allons voir. Oh, bonjour mesdames, ravie de faire votre connaissance. Vous êtes Votre propriétaire, est-elle? Vous êtes dans mon cerveau. Peut-on vous connaître vos petits noms? Moi, c'est Hypophyse. Et celle qui marmonne toute seule là-bas, c'est Amygdale. Oh là là, je le sens mal. Je le sens très très mal. Elle a pas l'air bien, votre amie Amygdale. C'est normal, elle est jamais bien. C'est elle qui gère la peur dans le cerveau. Donc le stress, c'est un peu son quotidien. La pauvre, ça doit pas être fun comme job. Et vous faites quoi? Vous êtes son soutien émotionnel? Pas vraiment. Je suis sa main droite. Je réponds à ses ordres. Elle n'a qu'à dire un mot et je déploie nos meilleures troupes sur le champ de bataille. Vos meilleures troupes. Cortisol et adrénaline, de véritables guerrières. Ce sont elles qui protègent le corps en situation de danger. Waouh, j'aimerais bien... Taisez-vous. Eh bah, elle est vachement sympa, la chef des troupes. Elle n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui, désolée. Qu'est-ce qui lui arrive? En réalité, c'est ma faute. J'ai désobéi à ses ordres récemment et on s'est engueulé. Hypophyse est responsable de votre amnésie dissociative. Est-elle? Voilà le problème. Ah, enfin! Je savais que ma machine finirait par nous aider à solutionner ce mystère. Waouh, doucement! On peut reprendre au début de l'histoire, s'il vous plaît? Lors de votre agression, Ethel, j'étais en charge de votre protection. J'ai tout analysé, tout anticipé, tout fait dans votre intérêt. Dès les premiers signes de danger, j'ai ordonné à Hypophyse d'envoyer nos brigades, cortisol et adrénaline sur le terrain. Accélération du cœur, afflux du sang vers les muscles, augmentation de la vigilance. Elles ont préparé votre corps à fuir ou à combattre la situation. Mais Amygdale s'est complètement emportée. Je ne me suis pas emportée, j'ai simplement suivi les recommandations. Pour un danger d'une telle envergure, il fallait envoyer la totale. La totale? Une tempête hormonale et neuro-endocrinienne, si vous voulez. Mais vous auriez eu tellement de cortisol et d'adrénaline dans le sang que votre cœur aurait pu lâcher. Si je n'avais pas réagi à temps, vous auriez pu mourir. Oh, c'est un peu exagéré. Pas du tout. Alors avant qu'Amygdale ne fasse tout exploser, j'ai décidé de déployer la brigade des endorphines, notre troupe de défense et de sauvegarde de l'organisme. Ce sont elles qui sont responsables du sentiment de calme et de la dissociation que vous avez ressenti. Les endorphines sont des anesthésiants physiques et émotionnels très puissants. Grâce à elles, vous ne ressentez plus aucune douleur. Mais à cause d'elles, vous ne gardez également aucun souvenir de cet événement. Les endorphines en fait tout disjoncter. Mais ne pas se souvenir de faits traumatisants, ce n'est pas une mauvaise chose, si? Oh que si, parce que les conséquences de l'amnésie traumatique dissociative vont bien au-delà de ce que l'on croit. Comme Hypophyse l'a très bien dit, les endorphines anesthésient complètement l'organisme, ce qui entraîne une dissociation émotionnelle importante. Mais en réalité,
Mais en se dissociant de la réalité, les victimes se retrouvent en capacité de fuir ou de combattre. Pire encore, elles ne sont plus capables de reconnaître les situations dangereuses. La dissociation peut également affecter les relations sociales. Une personne qui ne montre pas ses émotions suscite moins l'empathie et peut rendre mal à l'aise. Et puis, si les victimes ne se souviennent de rien, elles auront du mal à porter plainte. Mais rassurez-moi, un jour, je vais les retrouver, mes souvenirs, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas tant que vous allez retrouver vos souvenirs, mais plutôt que vos souvenirs vont devenir émotionnels. C'est-à-dire que la dissociation va s'arrêter. Lors d'un changement important, comme un déménagement ou une naissance, à des moments où votre organisme vous juge en sécurité et loin du danger, vos souvenirs et les émotions qui y sont rattachées vont tous ressurgir d'un coup. Et bien que ce soit extrêmement désagréable à vivre sur le moment, c'est en réalité une très bonne chose. Lorsque votre mémoire traumatique s'allume, c'est un premier pas vers la guérison et la restauration de votre santé. Ouais, parce que qui dit guérison dit le retour de l'autre folle. Ethel, baisse la main, on parle pas de toi. Veuillez préciser qui est l'autre folle, s'il vous plaît. Ocytocine, l'hormone du peace and love, et la némésis d'amygdale par la même occasion. L'ocytocine est l'hormone de l'attachement et elle aime bien mettre le bazar dans mes affaires. Quand vous n'êtes pas en sécurité, elle donne l'illusion du lien et orchestre les rêveries auxquelles vous vous attachez pour empêcher la douleur. Par contre, quand vous êtes en sécurité, l'ocytocine s'attache à des choses réelles et se permet de réduire mon activité à moi, l'amygdale. L'audace, c'est scandaleux. Alors je ne garantis pas que vous retrouverez toute la mémoire, mais grâce à ocytocine, l'encodage de l'hippocampe pourra reprendre dans de bonnes conditions, les souvenirs et émotions passés remonteront à la surface et votre perception sera plus lucide. Votre cerveau aura la capacité de réécrire un récit cohérent. Si vous le dites. Mais oui, faites-nous confiance. J'ai beau être un peu tendue sur les bords, avec un soutien psychologique et psychiatrique de qualité, je sais être zen. J'espère bien, parce qu'Ethel compte sur nous. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, housse maintenant, bande de gredins. On a du pain sur la planche ici. Elle est décidément pas commode, cette amygdale. On devrait peut-être y aller, avant que ça dégénère. Oui, avançons. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon cerveau, tous ces couloirs étroits, ces fissures, ces couloirs, ces couches emplies les unes sur les autres. C'est comme dans un glacier. Ah bah t'en as de l'imagination. C'est pas l'imagination, c'est un souvenir. Je me revois plus jeune. J'accompagnais mon professeur en expédition en Antarctique. Comment il s'appelait déjà, professeur? Professeur Snow, pouvez-vous me rappeler le nom de ce qui s'étend sous nos yeux? Je me suis perdue dans cette étendue de blanc. Bien, je vous disais qu'une calotte glaciaire, c'est... Hein? Une carotte glaciaire? Non, est-elle une calotte glaciaire? Une carotte glaciaire, c'est autre chose. Comme je le disais, une calotte glaciaire, c'est une épaisse couche de glace formée d'eau douce, allant jusqu'à environ 3 km d'épaisseur et reposant sur la terre et non sur l'eau. Elle s'est formée par l'accumulation et la compaction de différentes couches de neige à travers des millions d'années. Aujourd'hui, il existe 2 calottes glaciaires majeures, celle du Groenland et celle du continent antarctique. Elles ont une superficie dépassant les millions de kilomètres carrés. Mais c'est énorme! C'est plus de 2 fois plus grand que la France. D'ailleurs, professeur, quel est l'intérêt d'étudier de tels glaciers? Et c'est quoi une carotte glaciaire alors? Alors, pour faire simple, en hiver, la neige tombe puis se compacte en été. Au fur et à mesure, cela forme des couches, comme les cernes d'un arbre, à l'intérieur desquelles on retrouve des bulles d'air avec la composition de l'atmosphère à différents temps, avec la présence de traces de CO2, de méthane, la présence de poussière, de pollen ou de cendres volcaniques par exemple. Donc, si je déduis bien les choses, les carottes glaciaires sont des échantillons extraits de calottes glaciaires et qui nous permettent de remonter selon la profondeur qu'on a atteinte à des couches qui peuvent s'être formées il y a des millions d'années. Exactement, est-elle, vous m'impressionnez. Waouh! Et c'est donc comme ça qu'il est possible de connaître les différentes ères du réchauffement et de refroidissement du climat qui se sont succédés. C'est tout à fait ça. On sait aujourd'hui que la hausse de CO2 dans l'atmosphère est corrélée avec la hausse de la température globale. Ainsi, à partir de la teneur en CO2 contenue dans les bulles de glace, on peut en déduire la variation de la température à une époque donnée. Mais on peut aussi analyser d'autres variations. Professeur, il me semble qu'il y a aussi une histoire d'atomes, non? Vous voyez quand vous suivez? Plus particulièrement, ce sont des isotopes. Des isos quoi? Promis, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Prenons l'oxygène, un élément essentiel de l'eau. Dans l'atmosphère, il en existe 2 isotopes principaux, l'oxygène 16 et l'oxygène 18. Donc 2 atomes d'oxygène presque jumeaux? Exactement, même nombre de protons, même nombre d'électrons, mais pas le même nombre de neutrons. Résultat, l'O18 est un peu plus lourd que l'O16 et s'évapore moins facilement. Ok, mais le rapport avec le climat là-dedans? On mesure ce qu'on appelle le rapport delta O18, la quantité d'O18 par rapport à l'O16 dans la glace, ce qui varie selon la température globale. Attendez, donc la glace garde en mémoire la température au moment où la neige est tombée? Tout à fait. Pendant les périodes froides, il y a peu d'évaporation. L'O16, plus léger, s'évapore quand même, mais l'O18 reste majoritairement dans l'océan. Résultat, les nuages sont surtout chargés en O16? Oui,
Et comme il y a peu de précipitations, la neige qui tombe sur les pôles est pauvre en O18. Le rapport O18 au 16 est donc faible. Si je comprends bien, à l'inverse, quand il fait plus chaud et que l'évaporation est plus intense, alors l'eau 16 s'évapore toujours, mais l'eau 18 aussi est en proportion bien plus importante qu'en période froide. Donc les nuages sont plus riches en eau 18. Et quand il neige beaucoup sur ces pôles, l'O18 et l'O16 tombent ensemble et le rapport O18 au 16 augmente. Donc, en mesurant ce rapport dans la glace, on peut savoir s'il faisait chaud ou froid il y a des milliers, voire des millions d'années. Ok, donc la glace nous raconte le passé du climat, mais j'imagine qu'elle ne raconte pas tout. Malheureusement, on ne peut pas remonter aussi loin quand on veut dans le temps. La première limite, elle est simple. On ne peut dater que ce qu'on arrive à voir en profondeur. Plus on fort profond, plus on remonte loin dans le temps. Exactement. Mais même avec ces carottes très profondes, il y a d'autres limites. Du genre, plus on descend et plus les couches de glace sont comprimées. Et plus elles sont difficiles à dater précisément. Les couches très anciennes sont écrasées, mélangées, ce qui peut créer des imprécisions dans la datation. Et puis la glace n'est pas éternellement stable. Vous voulez dire qu'elle peut changer avec le temps ? Oui, sa composition peut s'altérer, notamment quand il y a de la fonte où l'eau peut s'infiltrer entre les couches et modifier les signaux chimiques. Un peu comme si les pages d'un livre prenaient l'eau et que l'encre coulait. Malheureusement, les hommes brouillent aussi les signaux en polluant la neige avec leurs activités, j'imagine. Eh bien oui, cela implique leur interprétation. Donc la mémoire de la glace est parfois entachée. Elle reste tout de même l'un de nos meilleurs témoins du passé climatique, malgré ses limites. Merci, vous m'avez beaucoup appris, professeur. Plus tard, j'aimerais devenir une grande scientifique, comme vous. Ethel! Oh, Ethel! Oui, pardon, je me suis perdue dans mon souvenir. Reconcentre-toi, j'ai toujours besoin d'étudier ton cerveau, parce qu'en termes de forage, le tien n'est pas une mince affaire. Pas mince? Donc tu trouves que j'ai un gros cerveau? Non, rien à voir. Pas d'autres souvenirs en tête remontant à la surface? Pas sûr, je crois que je commence à me rappeler de mon accident. J'ai aidé un petit vieux à traverser la route, il s'appelait comment déjà? Ah, je suis sûre que je m'en souviens pourtant. Ah, je connais très bien ça. C'est typiquement un cas de mot sur le bout de la langue. Eh, ça va, oui. Merde, j'ai rien fait moi d'abord. Foutez-moi la paix, non Dieu. Mais qui parle? C'est quoi ça encore? Eh oh! Sapristi, combien de tes voix intérieures on va encore croiser? Qui parle? Non mais oh, et moi je suis la langue bien sûr, c'est pas compliqué. Qui d'autre parle? Je sais Hein? pas. Un cheveu sur la langue peut-être? Et un cheveu ça parle peut-être. Et j'ai rien demandé moi. C'est comme ce con de James là en 1980. C'est lui qui a théorisé votre expression de merde là, le mot sur le bout de la langue. Mais qu'est-ce qui m'arrive alors? C'est pas sur la langue qu'il est le mot. Alors une dernière fois, j'ai rien à voir avec ça. C'est un phénomène normal. La preuve, un chercheur s'est intéressé à 51 langues et elles avaient toute une expression pour votre mot sur le bout de la langue, donc ça a l'air plutôt universel. Donc y a pas que moi que ça arrive. Non, c'est bien, tu suis. Tu veux une image? Bon, en gros, ton problème, t'as deux moyens de le régler. Demander à quelqu'un ou alors toute seule, sur la base d'indices comme le début de ton mot ou ses sonorités, sa structure. Oh, si j'étudie ça, je serais une véritable pionnière. Et si je mettais au point un gadget pour solutionner ça? Oh, je l'appellerais le dérouleur de langue. Vous êtes des marrantes, vous, hein. Un peu concon, mais marrantes. Tu penses pas que c'est un phénomène mondial comme ça? Il y a des gens qui se sont penchés dessus? Votre soi-disant mot sur le bout de la langue, on l'a étudié en labo, mais aussi directement dans la vie quotidienne. Comment ça? Eh ben, par exemple, Reason et Lucas, ils ont demandé aux participants de leur étude de tenir un carnet pendant 4 semaines en y marquant scrupuleusement chaque cas de mot sur le bout de la langue rencontré par les participants. Leur étude a, par exemple, pu mettre en avant que plus de la moitié des cas avaient un mot bloqueur qui rentrait dans la partie. Ah mais oui, j'arrive pas à mettre un autre nom dans ma tête que Gontran, alors que c'est le nom de mon père. Il est vieux aussi, mais rien à voir. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont aussi conclu qu'une majorité de mots sur le bout de la langue, environ 60% d'entre eux, étaient des noms propres, notamment des personnes jamais rencontrées ou pas vues depuis longtemps. Donc par exemple, tu oublieras plus facilement le nom de Michel Barnier ou de ton oncle Sam qui vit en Moldavie que celui de Julien, ton professeur préféré, que tu vois toutes les semaines. Ça me fatigue, je donne ma langue au chat. Ah mais ça va pas non? Vous êtes des grands malades, hein. Tu veux que je te donne à bouffer un lion aussi? Non mais oh. Bon, où j'en étais? Oui, les chercheurs ont aussi étudié le phénomène en laboratoire. Pour ça, rien de plus simple. Ils proposent aux participants une définition de nom commun rare issu du dictionnaire et leur demandent de retrouver le nom en question. Par exemple, instrument de navigation utilisé pour les mesures de distance angulaire, en particulier l'attitude du soleil, de la lune et des étoiles en mer. Avec cette méthode, on obtient un mot sur le bout de la langue environ 1 fois sur 10. Bon, ça d'accord, mais comment on explique ce phénomène? Alors, les personnes âgées se retrouvent bien plus souvent face à un mot sur le bout de la langue que les plus jeunes. Logiquement, une des pistes de recherche principales pour comprendre ce phénomène, c'est de s'intéresser à cette différence. C'est au niveau du sens des mots que ça pêche? Moi, ça aurait été ma première hypothèse. Figure-toi que
pas du tout. Des fois, il faut apprendre à se taire. Les scientifiques ont donné des indices sur le sens du mot à des participants et ça n'a strictement rien changé pour mettre fin à un mot sur le bout de la langue. Pour les jeunes comme pour les vieux. En revanche, si on leur donne un indice sonore, c'est une autre histoire. On n'a plus vraiment le temps de rentrer dans le détail. J'ai une réunion avec le GOB, le groupement des organismes buccaux, pour discuter de la politique bucco-nasale d'Ethel. Disons qu'il y a du mail niveau hygiène, mais bon, passons. Il existe plusieurs hypothèses, mais celle qui est partagée par la majorité des psycholinguistes, c'est le modèle dit du déficit de transmission. En cas de mot sur le bout de la langue, on connaît souvent bien le sens du mot ou les caractéristiques de la personne, mais impossible de retrouver la prononciation. En gros, le problème, il serait dans la transmission entre le sens du mot et ses représentations sonores. Un exemple, je crois bien que ton mot commence par cri. Ah ça y est, je me souviens, c'était Christopher, pas trop tôt. Voilà, ça débloque tout. Tu vois ? Allez bon, maintenant dégagez. Ça par l'hypopète. Tout ton cerveau nous dit de déguerpir. Ça ne doit pas être un hasard. Il semblerait que notre présence dans ton esprit ait des effets secondaires. Nous avons intérêt à nous dépêcher. D'accord. Alors, allons par là. Attends, c'est moi ou on est revenu à notre point de départ ? On tourne en rond là. Ah, vous êtes revenu me voir. Oui, on était trop curieuse de savoir ce que vous aviez d'autre à nous raconter. Eh ben, parlons un peu de l'agenda de la semaine. Super, je suis en vacances justement. Ce week-end, il faut pas louper la Grande Braderie, qui a lieu dans les rues de Bordeaux le 5, 6 et 7 février de 9h à 19h. Les commerçants sortent leurs étals dehors et transforment la ville en un immense espace pour faire de bonnes affaires. Mais comment j'ai pu passer à côté de cette information ? Mais oui, la braderie, attends. Mais tout me revient maintenant. Léonie, je retrouve la mémoire. Ta machine est utile. Mais bien évidemment que ma machine est très utile. T'en doutais ? Non. Oh, nom de Zeus! Est-elle? Il va d'urgence falloir sortir de ton cerveau ou nous risquons d'être coincés ici pour toujours! Ce qui aurait des répercussions drastiques sur nos neuroplasticités respectives. T'es sûr de ça ? Pas vraiment. C'est la première fois que j'utilise cette machine. Mais ne risquons pas l'irréparable. D'accord, alors partons vite. Et pour vous, chers auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour traiter d'une autre thématique de l'esprit, le sommeil. Et il faudra qu'on reparle de ces auditeurs à qui tu parles tout le temps. Peut-être qu'avec une autre machine, on pourra... Non.